sexistes et sexuelles. Merci pour cette première réponse. Alors, on va pas épiloguer là-dessus, mais c'est vrai que l'absence des hommes à cette audition est un sujet. Enfin, je le pose comme ça. C'est-à-dire que, alors, j'entends. Non, mais je vais vous laisser la parole et je suis sûre qu'il y a de très bonnes raisons et que voilà. Mais à la fin, ça donne quand même, ça donne à voir quelque chose. Ça donne à voir quelque chose du monde de la production. Et j'invite les hommes, s'ils nous écoutent, à se mobiliser sur ces sujets et à venir aussi témoigner de leur responsabilité sur le sujet, puisqu'il s'agit, en l'occurrence, là, de responsabilité. Moi, j'avais une remarque et 2 questions. La première, c'est, vous dites, sur nos films et sur nos tournages, il y a une frontière floue entre ce qui est du travail, ce qui n'est pas du travail, ce qui est privé, ce qui n'est pas privé. Là, ce dont nous parlons, c'est de violences sexuelles, et donc, privé ou pas privé, en fait, c'est pas le sujet, c'est pas tant le sujet. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où ça se passe, c'est une violence. Et donc, la question, c'est, par exemple, parce que, en fait, ce qui nous a été beaucoup pointé dans la commission depuis le début, c'est les en dehors du contrat de travail, c'est-à-dire les castings, c'est-à-dire les loges, même le trajet jusqu'au lieu d'hôtel, etc., c'est les soirées. Et donc, sur ces temps-là, parce qu'il peut y avoir des coordinateurs d'intimité sur les tournages, il peut y avoir des référents harcèlement sur les tournages, dont on nous a dit d'ailleurs certaines fois qu'elles étaient directement liées à la production, ce qui pose quand même aussi un problème. Et là, j'aimerais vous entendre sur les conflits d'intérêts que ça peut générer, petit 1. Et puis, petit 2, sur ces temps hors tournage, enfin hors contrat de travail stricto sensu, comment vous mettez en place des dispositifs qui permettent de sécuriser et de récupérer, recueillir la parole quand elle se produit, même avant qu'il y ait des événements graves, c'est-à-dire dès qu'il y a des dysfonctionnements, qu'est-ce qui est mis en place ? Madame la Présidente, pour compléter sur le contrat de travail, justement, est-ce que dans vos contrats de travail, vous pouvez avoir des clauses très particulières par rapport à ces temps qui sont les temps parallèles au tournage ? Et n'oubliez pas le reste de mes questions sur l'affichage du règlement intérieur, etc. etc. D'accord. Juste pour répondre à toutes vos questions. Alors, d'un point de vue concret, dans les contrats de travail, il y a maintenant un paragraphe systématique pour les techniciens, les comédiens, qui traite de ce point de manière très formelle. On vous donnera des exemples, je ne vais pas vous les lire là, mais évidemment, c'est dans tous les contrats maintenant. Sur l'affichage, c'est partout maintenant obligatoire et affiché, notamment loges, locaux de la production, locaux de préparation, table régie qui est un peu le centre névralgique du plateau, puisque c'est un lieu qui se déplace sur chaque décor. C'est là où tout le monde va à un moment prendre un café, donc c'est vraiment un endroit très visible par tout le monde, puisque tout le monde ne va pas aux loges, tout le monde ne va pas au bureau de production, mais tout le monde va à la table régie, des particularités de notre secteur. Donc cet affichage est fait systématiquement. Et ce que je voulais dire, moi, c'est que par rapport aux nouvelles formations qui ont été mises en place par le CNC et les travaux auxquels on a tous participé, tous et toutes, les formations obligatoires sont vraiment, pour l'avoir vécu en tant que productrice, une révolution et une révélation, je pense, essentielle. Pour moi, c'est vraiment le cœur de la question, c'est la formation, d'être conscient en fait de ce qui se fait pas, de la loi, et les formations obligatoires qui se déroulent en 2 volets, comme vous devez le savoir, qui vont arriver là bientôt, d'un volet individuel pour chaque salarié et ensuite un volet collectif organisé à la responsabilité du producteur en début, soit en fin de prépa, soit en début de tournage, de façon collective avec tout le monde en présentiel. Je pense vraiment que c'est une révolution, que les gens sont en attente de ça. Tous les intermittents avec qui nous en parlons, toutes, sont extrêmement réjouis de cette perspective, d'être formés, d'arrêter d'être pointés du doigt, entre guillemets, en n'ayant pas connaissance vraiment des choses, et ils sont en attente de ça. On a vu comment on s'est adapté, même si le sujet n'a rien à voir, mais au Covid. Je veux dire, on va s'adapter. On est un métier fait d'adaptation. On change de lieu de travail toutes les 2 heures, parfois, dans une journée.
Donc, pour le coup, les intermittents sont des gens qui s'adaptent en permanence et qui vivent avec l'évolution de leur métier. Et c'est vraiment une des qualités de notre secteur. Et donc, ils sont en attente de ces formations. Depuis qu'on les a votées par la convention collective, on en a beaucoup parlé avec nos équipes. Et ils nous disent quand est-ce que ça démarre, quand est-ce que ça démarre. On est au taquet de ça. Donc, cette formation, elle est essentielle et les gens en ont vraiment envie, besoin. Parce que aussi, c'est un métier de passion. Et de parler de ça dans les médias uniquement sous le prisme essentiel des VHSS, il y a un moment, voilà, on a envie de se former et qu'il n'y ait plus ce genre de problème sur nos plateaux. C'était pour faire une transition parce que bien évidemment l'autre élément extrêmement important dans les mesures qui ont été mises en place, je remercie la particule. Alors, Madame Lépine-Carnic, excusez-moi. Ce qui a été particulièrement important aussi, c'est la mise en place d'un référent. Je sais que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, sur un point en particulier, et Nadia va l'évoquer devant vous, sur la responsabilité et la neutralité de ce référent. Sachez que le statut de lanceur d'alerte est prévu à son égard dans la convention collective depuis peu. Mais c'est, je crois, particulièrement important et c'est une question que vous avez soulevée régulièrement. Est-ce que, Nadia, tu peux faire un descriptif, s'il te plaît ? Merci de me donner la parole. Donc, pour revenir à la source, effectivement, l'avenant que nous avons signé, l'avenant paritaire dans la convention collective en mai dernier, et donc qui commence à se déployer, a une vocation très éducative pour aussi faire en sorte que la prévention soit connue de tous, que l'information circule, puisque c'est dans la convention collective, donc c'est à la disposition de tous les salariés, ça leur est donné. Donc, il y a une transparence totale sur tous les éléments. Cet avenant fait 25 pages, il comporte tout l'aspect prévention et traitement des violences sexistes et sexuelles. Sur l'aspect plus spécifique, enfin, juste une petite précision avant, sur les contrats de travail, il a justement été évoqué la clause qui s'applique à tout le monde, mais il y a aussi tout un aspect sur les clauses de consentement des comédiens. On en reparlera peut-être après, mais ça aussi, ça participe à la prévention. Sur l'aspect plus référent, on a toute une partie, effectivement, de cet avenant qui parle du référent, qui explique déjà les référents qui existent, parce qu'en fait, il y a déjà le dispositif du Code du travail qui, il est vrai, trouve pas forcément très fréquemment à s'appliquer, c'est-à-dire le référent CSE, au regard de la taille de nos structures. On a deux types de référents, en fait, qui sont créés par cet accord. Le référent boîte de production, enfin, pour celles qui veulent en mettre en place et qui ont la possibilité d'avoir des salariés permanents, un salarié dédié à cette mission, et surtout le référent film, qui est désigné par le producteur de manière obligatoire dès lors qu'il y a un salarié film formé. Alors, quand on dit formé, ça veut dire formé sur un parcours spécifique de référent VHSS, du type AVDAS, pas que, mais c'est-à-dire que c'est un parcours long, c'est pas une formation de 2 heures pour être référent, c'est quelque chose qui correspond à la mission qui sera la sienne. On a souhaité également, donc ce référent, non seulement il est désigné de manière obligatoire dès lors qu'il y a un salarié volontaire formé, lorsqu'on le désigne, on doit prendre en compte toutes les phases, en fait, de la production de l'œuvre autant que possible, et pas seulement le tournage. Donc après, c'est vrai que à l'impossible, on fait au mieux, mais il y a forcément plus de gens sur la partie tournage que sur la partie prépa et la partie post-prod. Mais en tout cas, dans l'esprit des employeurs, il est clairement écrit qu'ils doivent prendre en compte toute la phase de production de l'œuvre dans la désignation du référent. On définit très clairement, bien évidemment, les moyens du référent, l'indemnité, les moyens, la manière dont il va déployer les mesures de prévention et d'information auprès du public, des salariés. Et on explique également sa mission, en fait, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Et ça, c'est fondamental. On a le sentiment que sur quelle est la mission d'un référent, parfois, on entend des choses qui sont contradictoires. En fait, un référent, il n'est pas chargé de mener une enquête. Ce n'est pas du tout sa mission. Il a une mission, mais ce n'est pas celle de l'employeur. En fait, notre volonté, c'était vraiment de remettre à chacun sa responsabilité. L'employeur est en charge de la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Le référent a un rôle dans cette mission d'information et de recueil des signalements et de transmission, en fait, des signalements à celui qui est en charge de les gérer.
Donc c'était fondamental de revenir sur ces notions qui sont évidentes pour les gens qui sont dans le code du travail, qui sont moins évidentes pour tout un chacun. Voilà. Voilà, j'espère avoir dit l'essentiel, peut-être des compléments. À vous